Bonjour, je m'appelle Barnabas Galen, cardiologue à Poitiers. Je remercie l'association Vaincre l'insuffisance cardiaque de me permettre de partager avec vous ma présentation. Quand on ne sait pas, on se remet au vieux sage. C'est ce que j'ai fait en m'inspirant des propos d'un des plus grands cardiologues de tous les temps, Eugène Braunwald, à 96 ans, toujours en vie et toujours actif, à qui, en 2017, le congrès HFA, qui s'était tenu à Paris, avait posé la question s'il est possible d'abolir ou de guérir l'insuffisance cardiaque. J'ai reformulé cette question pour l'adapter à ce topo à l'échelle de 2050. Alors, pour rentrer dans le sujet, je vous lance le défi de trouver le point commun de toutes ces études. Tout y est, la rythmo, la pharmaco, les devices. Et je vous aide avec des pourcentages qui s'affichent, qui sont très similaires dans toutes les études. En fait, il s'agit de l'étiologie ischémique, de taux d'étiologie ischémique dans toutes ces études. Et quand on compile plus de 100 études randomisées contrôlées dans l'insuffisance cardiaque, avec presque 200 000 patients, ce taux de presque 60% d'étiologie ischémique se confirme pleinement. Mais les études randomisées ont des critères de sélection, donc il faut regarder si les registres confirment ce taux majoritaire. Eh bien oui, le registre européen HF3, avec plus de 10 000 patients auxquels la France a beaucoup contribué, confirme le taux autour de 60%, notamment pour la FEVG réduite ou modérément réduite. Et un registre plus exhaustif encore, suédois, avec plus de 40 000 patients consécutifs cette fois-ci, confirme même pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée une étiologie ischémique possiblement majoritaire. Donc, on parle de la cause la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque. Et donc, s'il y a un ennemi à combattre, c'est bien l'étiologie ischémique. Regardez cette petite animation en haut à droite d'une plaque coronaire qui finit par rompre. Donc, cette diapo juste pour situer la thématique. Nous parlons d'une maladie systémique promue par les lipides, de développement multifocal, non seulement coronaire, mais aussi carotidien et iliofémoral, qui commence tôt dans la vie et qui se développe sur des décennies. Ceci nous offre une chance unique, une opportunité d'un dépistage précoce et ainsi la proposition d'une prévention personnalisée. Le plus grand défi reste d'identifier les sujets apparemment sains qui portent tout de même un très haut risque cardiovasculaire et de les amener à accepter un traitement au long cours. En haut, vous voyez une plaque qui finit par être sténosante avant de rompre. Et en bas, en OCT, en imagerie intracoronaire, vous voyez une plaque non sténosante, non significative angiographiquement, qui est en train de rompre sur l'image du milieu. Revenons aux propos d'Eugène Braunwald. La prévention primaire de l'athérosclérose a le potentiel de prévenir donc la plupart des cas d'insuffisance cardiaque. Mais à partir de quel âge et chez qui faut-il agir? Chez les hommes, apparemment, le problème commence déjà dans la quarantaine et chez les femmes, à l'âge de la ménopause. Et la tendance est mauvaise sur les 10 dernières années, comme l'équipe de Jean-Sébastien Hulot nous démontre dans cette publication épidémiologique. Chez les hommes de moins de 50 ans, l'incidence de l'insuffisance cardiaque augmente en France et le taux de l'étiologie ischémique à l'intérieur de cette cohorte est en augmentation également. Donc c'est un problème qui risque de se majorer dans le temps, qui n'est pas en train de s'atténuer. Et si on peut croire à des projections de l'INSEE en France, les femmes vont rattraper les hommes en ce qui concerne l'incidence de l'infarctus. Et ce qui ressort sur ces diagrammes, c'est que chez les hommes, encore une fois, il faut agir dans la quarantaine et chez les femmes à partir de la cinquantaine. Qu'en est-il de la prévalence de la cardiopathie ischémique à l'échelle de 2035? Sur les 20 années entre 2015 et 2035, cette prévalence va doubler en France. On est en plein milieu de cette évolution néfaste. Et pourquoi je vous parle de l'infarctus dans un congrès d'insuffisance cardiaque? Parce que c'est le syndrome coronaire aigu, le plus grand pourvoyeur d'insuffisance cardiaque, notamment à FEVG altéré, et notamment chez les sujets plus jeunes. Parce que
avec une incidence annuelle en France supérieure à 100 000, nous nous retrouvons avec 15 à 20 000 personnes chaque année qui se retrouvent en situation d'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Et d'ici à 2050, et c'est le sujet de mon topo, nous allons nous retrouver avec 400 voire 500 000 de nouveaux insuffisants cardiaques potentiellement sévères si on peut croire aux projections épidémiologiques. Donc c'est un problème grave déjà aujourd'hui qui risque d'être encore pire au cours des décennies qui viennent. Alors, comment dépister et chez qui et quand? Le problème, vous allez voir sur cette diapo, c'est qu'une bonne partie des personnes à dépister ne passent pas par la case de la sténose que nous avons l'habitude de dépister avec nos tests fonctionnels. Les plaques non significatives peuvent rompre, s'éroder ou rupturer et peuvent provoquer d'emblée une occlusion coronaire. Et quand c'est l'IVA proximale, vous connaissez les conséquences. Ça peut être d'emblée une insuffisance cardiaque avec une FEVG très altérée, avec toute la souffrance et les conséquences que cela entraîne. Dans cette étude britannique menée chez plus de 40 000 sujets qui ont bénéficié d'un angioscanner coronaire dans le cadre de bilan de gènes thoraciques, on constate bien sûr ce qu'on savait déjà, c'est que les coronariens avec des lésions sténosantes font plus d'événements, mais ce qui est le plus important, c'est la cohorte bleue, parce que même s'ils font moins d'événements à l'échelle individuelle, au niveau de la cohorte, ce sont eux qui cumulent la majorité des événements, puisqu'ils sont 4 fois plus nombreux. Et par leur nombre, finalement, c'est la cohorte bleue avec des lésions coronaires non sténosantes qui cumulent plus de 2 tiers des événements au cours de suivi. Donc, la maladie coronaire non sténosante, la plaque non sténosante, est un réel problème et il faut la chercher et combattre. Donc, comment identifier les sujets à risque? En cas d'évolutivité graduelle sans syndrome coronaire aigu, vous voyez les étapes que les patients parcourent en rétrécissant leur coronaire. Et on peut les aisément dépister par les tests fonctionnels au stade de l'athérome sténosant. Le problème, c'est l'infarctus, c'est le syndrome coronaire aigu, parce que les patients qui rupturent une plaque non sténosante chantent les étapes que nous avons l'habitude de dépister. Et là, le seul moyen de dépistage, c'est l'imagerie artérielle qui met en évidence les plaques qui ne causent aucun symptôme et aucune ischémie. Alors, il faut vraiment se rappeler que le test fonctionnel, même 1 heure avant l'infarctus massif, peut revenir négatif et donc faussement rassurant. Est-ce qu'on peut se débrouiller avec les scores? Je vous propose mon propre score 2. J'ai dépassé 50 ans, donc avec 4,9% de risque de MACE à 10 ans, je suis dans la zone verte. Mais est-ce que pour autant, tout va bien? Tout va bien pour moi. Dans un auditorium avec 400 personnes, en estimant l'âge moyen à 50, dans la cinquantaine comme le mien, eh ben, pas tout va bien, parce que déjà, dans 10 ans, 20 personnes auront subi un infarctus, un AVC ou seront décédées, donc un MACE. Et à l'échelle de 2050, le sujet de mon topo, il y aura plus de 70 personnes qui auront subi un MACE, et donc certains seront morts et une bonne vingtaine souffrira d'insuffisance cardiaque post-infarctus. Donc le score est très utile pour identifier les personnes à haut risque, mais peut être faussement rassurant pour les risques bas ou modérés. Est-ce qu'on pourrait se débrouiller avec le score classique? Chez les plus de 50 ans, certainement, puisque le score classique semble avoir une très bonne valeur prédictive positive et négative. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà agir dans la quarantaine, comme l'avait vu dans les diapos épidémiologiques. Et dans la quarantaine, le score classique peut revenir à 0 malgré la présence d'une maladie coronaire sténosante. Et si on considère que déjà la maladie coronaire non sténosante est un problème à combattre, alors là, le score calcique bas ou 0 peut être très, très faussement rassurant. Donc, chez les plus jeunes, cet outil diagnostique ne semble pas être très utile quand il est à 0, mais il est évidemment très utile avec une bonne valeur prédictive positive quand le score est pathologique.
est-ce qu'on pourrait se débrouiller avec de l'imagerie artérielle extracoronaire qui est plus facile à réaliser et moins chère? Regardez ici un échodoppler des troncs supraortiques, en sachant que 2 tiers des patients coronariens ont des plaques carotidiennes et 2 tiers des carotidiens ont des plaques coronaires. Mais est-ce que cela se traduit pour autant en événements cliniques? Chez les diabétiques, apparemment oui. La présence de plaques carotidiennes, a fortiori à écostructure à haut risque, est associée à un surrisque très important, jusqu'à facteur 3 à 4, par rapport aux diabétiques sans plaques carotidiennes. Et chez les insuffisants rénaux, ce surrisque porté par la présence de plaques carotidiennes non sténosants semble être confirmé. Et ce qui est encore plus intéressant sur cette diapo, c'est que l'absence de plaques carotidiennes semble être associée à une absence d'événements de MACE par la suite. Donc, la valeur prédictive négative de l'absence de plaques carotidiennes semble être très utile dans ce contexte de dépistage et de prévention primaire. Alors, quels outils utiliser finalement dans la quarantaine ou dans la cinquantaine pour agir précocement? Les tests fonctionnels ne semblent pas être adaptés dans ce contexte. Je précise, dans ce contexte, ils ont leur utilité pour d'autres indications. Le score classique semble être séduisant par ses faibles contraintes, sa rapidité, ses faibles coûts, mais avec les précautions que nous venons d'énoncer, notamment pour les plus jeunes. Finalement, on va se diriger, et si vous me permettez une prédiction à l'échelle de 2050, avec chaque recommandation qui va sortir, nous allons nous diriger de plus en plus vers une utilité de l'imagerie artérielle, que ce soit coronaire ou extracoronaire. Donc la balance va pencher de plus en plus en défaveur des tests fonctionnels et en faveur de la visualisation des dégâts artériels. Je vous propose de nous pencher sur le cas fictif d'un homme de 45 ans que nous connaissons tous, puisque nous les voyons régulièrement, ce type de patient dans nos consultations. Il est tabagique, il est stressé, il n'a pas le temps pour faire du sport, il est légèrement hypertendu et il essaye déjà de faire des efforts au moins de régime, puisque dans son entourage, il commence à y avoir des catastrophes. Il a un taux de LDL-C qui n'est pas alarmant, mais que je ne trouve pas rassurant non plus. Les tests fonctionnels, comme on l'avait vu, reviennent tous négatifs. Son score classique est 0. Je ne suis toujours pas rassuré pour lui. Et je calcule son score 2. Il est dans la zone orange intermédiaire. Et là, je suis encore moins rassuré. Donc, mon angiologue lui fait un EDTSA qui retrouve des plaques carotidiennes non sténosantes sans aucune altération du flux. Donc, il n'y a pas de sténose carotidienne, mais il y a des plaques carotidiennes. Ce patient, il a encore plus de 40 ans à vivre statistiquement. Pendant ce laps de temps, il y aura plus de 8 millions de MACE en France et, à mon avis, il a des très bonnes chances d'en faire partie au cours des décennies qui viennent. Donc, la question se pose, est-ce qu'il faut le traiter? Et la deuxième question, s'il faut le traiter, est-ce qu'il sera adhérent à moyen et à long terme? Revenons aux fondamentaux, notamment au cholestérol. Est-ce que tous les facteurs de risque cardiovasculaire majeurs sont égaux? À mon avis, non, puisque dans le tabagisme, ce n'est pas le goudron, dans le diabète, ce n'est pas le sucre qui bouche les artères, c'est toujours le cholestérol qui bouche les artères, et les autres facteurs de risque ne font que préparer le terrain par une activité pro-inflammatoire, pro-thrombotique et provoquant une dysfonction endothéliale, notamment dans les artères de moyen et petit calibre. Donc, le cholestérol n'est pas un facteur de risque comme les autres, mais il constitue le substrat commun pour l'effet délétère, l'effet pathogène de tous les facteurs de risque cardiovasculaires majeurs. Donc, s'il y a un ennemi à combattre en premier, c'est le cholestérol, évidemment, qui doit être les efforts qui doivent être menés conjointement avec les efforts de sevrage tabagique et d'équilibre du diabète et contrôle de l'insuffisance rénale, bien entendu. Je reviens à notre grand sage, le professeur Braunwald, qui émet l'hypothèse qu'un taux bas de LDL-C préviendrait l'athérosclérose tout simplement. Est-ce que c'est vrai pour autant?
il faut rentrer dans les détails. Je vous propose de se pencher sur une cohorte afro-américaine de plus de 3000 sujets, dont 85 étaient porteurs d'une mutation de perte de fonction de PCSK9. Les personnes porteuses de mutation euh, avaient un taux de LDL moyen autour de 1 gramme, tandis que les contrôles étaient autour de 1,4 g par litre, comme la population moyenne que nous connaissons. Ce n'est pas un taux particulièrement élevé. Et pourtant, cette baisse de 0,4 g par litre, cette baisse moyenne de taux de cholestérol, abolit dans cette cohorte, sous réserve de faible effectif, bien sûr, la maladie coronaire. Donc, on pourrait penser, sous réserve de confirmation, que un taux de LDL autour de 1 g pourrait déjà conférer une protection très importante contre la maladie coronaire et pourrait donc être une piste vers l'abolition de la maladie coronaire et ainsi de l'insuffisance cardiaque d'étiologie ischémique qui représente, comme on l'avait vu au début, plus que la moitié des insuffisants cardiaques. Alors, quand est-ce qu'il faut agir? Très probablement déjà dans la première moitié de l'espérance de vie, c'est-à-dire déjà en début de la quarantaine, notamment chez les hommes, et ça nous ramène vers la théorie de la charge de cholestérol qu'il faut interpréter comme les paquets annés des tabagiques, donc une accumulation du risque, et cette accumulation du risque commence déjà dans la vingtaine, dans la trentaine, avec un seuil de dépistage qui se situe probablement, et ça sera confirmé par les études épidémiologiques de prévention qui sont menées actuellement dans le monde entier, qui se situe dans la trentaine-quarantaine, dans l'objectif de dévier cette trajectoire comme ceci pour ne jamais atteindre jusqu'à 90 ans le seuil clinique, le seuil de la maladie coronaire, pour rester toujours en dessous pour éviter l'accumulation de cholestérol et le développement de plaques coronariennes et carotides. Donc, est-ce qu'il faudra déjà commencer dans la trentaine? Probablement oui. Et si vous me permettez une prédiction, euh, la prévention primaire commencera de plus en plus tôt euh, et les guidelines évoluent déjà en ce sens. Je ne sais pas si vous êtes tous conscients de la révolution qui a eu lieu entre les recommandations de prévention primaire entre 2016 et 2021. En 2016, il fallait encore avoir des plaques significatives, sténosantes, symptomatiques pour être classées en très haut risque. En 2021, il n'est plus question de significativité. Il suffit d'avoir des plaques tout court dans les coronaires ou au niveau carotidien pour être classé en très haut risque et avec des objectifs de LDL-C identiques à la prévention secondaire. Est-ce qu'il faut vraiment initier un traitement? Je vous montre des diapos de l'ESC de Madrid d'il y a 6 semaines. Oui, il faut le faire. Il faut le faire, même pour la catégorie de risque élevé et a fortiori pour le très élevé, mais même pour la catégorie de risque intermédiaire, on va y revenir, les recommandations sont en train de devenir de plus en plus sévères en faveur de l'initiation précoce d'un traitement. Donc, c'est 1-1 pour le traitement hypolipémiant, pour le haut risque et le très haut risque. J'attire votre attention sur la catégorie de risque intermédiaire. Et même si la ligne est la plus cachée et la moins grande, c'est là où se cache la majorité de la population en prévention primaire. Et vous voyez que déjà, pour un score de calculé supérieur à 2%, il va falloir amener le LDL cholestérol en dessous de fameux seuil de 1 g que nous avons vu dans l'étude de mutation de PCSK9. Donc, il va falloir calculer le score et il va falloir agir avec un objectif inférieur à 1,0 g par litre pour énormément de patients. Est-ce que je suis en train de surinterpréter ces recommandations? Je ne crois pas, puisque l'équipe d'Ambroise Paré semble arriver à la même conclusion que moi. Dans leur cohorte de prévention primaire portant sur presque 30 000 patients, l'éligibilité au traitement hypolipémiant a juste explosé entre les recommandations 2016 et 2021. On parle des mêmes patients. Ce pas les patients qui ont changé, ce sont les recommandations qui ont changé. Dans leur cohorte, désormais,
la moitié des hommes devient éligible à un traitement hypolipémiant. Et c'est à quel âge? Déjà dans la quarantaine, et ça c'est peut-être le message le plus important, dans cette cohorte de prévention primaire des Hauts-de-Seine d'Ambroise Paré, presque la moitié des hommes dans la quarantaine devient éligible à un traitement hypolipémiant. Et à l'âge de la retraite, presque tous les hommes sont éligibles. Et ça, c'est un message extrêmement important. Il va falloir calculer le score, il va falloir aller au-delà, déterminer tous les facteurs qui peuvent rendre quelqu'un éligible, notamment la fonction rénale, la protéinurie, la pression artérielle, etc., pour vérifier qu'on ne soit pas déjà dans la catégorie, nos patients, nous-mêmes, nos proches, nos collègues, déjà dans cette catégorie d'éligibilité de prévention primaire. Je conclus, la prévention de la maladie coronaire préviendrait la majorité des insuffisants cardiaques par une baisse précoce du LDL cholestérol, et cela déjà dans la quarantaine chez les hommes et dans la cinquantaine chez la femme. L'enjeu reste d'expliquer aux patients le rapport bénéfice-risque et les accompagner aussi à modifier en parallèle leur hygiène de vie qui passe évidemment par une alimentation équilibrée et par une activité physique adaptée. Nous-mêmes, nous devons changer notre manière de penser. Nous serons amenés à traiter la normocholestérolémie que nous considérons normocholestérolémique, mais qui, en effet, en vérité, est un taux de cholestérolémie moyen dans les sociétés de malnutrition et de sédentarité et qui n'est pas du tout la normocholestérolémie des populations coupées de ce que nous appelons la civilisation et qui se nourrissent sans les chaînes de fast-food et qui ont un niveau d'activité physique beaucoup plus élevé. Nous allons être amenés à gagner l'adhérence au traitement au long cours, déjà des sujets plus jeunes qui ne se plaignent de rien du tout. Donc, il va falloir avoir des très bons arguments, et ces très bons arguments pourraient être l'incidence de MACE annuelle de plus de 200 000 en France, et un argument supplémentaire pourrait être de montrer aux patients leur propre plaque carotidienne ou iliofémorale ou coronarienne pour les faire adhérer au traitement. Reprenons notre homme de 45 ans, tabagique sédentaire. Nous pouvons lui proposer le parcours A en calculant gratuitement son score 2, en lui proposant un traitement hypolipémiant génériqué qui, pour 90% des patients, est parfaitement bien supporté et qui est très efficace avec un coût très modéré pour retrouver en 2050 un jeune retraité en pleine forme. Nous pouvons aussi faire comme on a l'habitude de faire malheureusement, réaliser des tests régulièrement qui n'empêcheront en rien notre patient à l'âge de 60 ans de rompre une plaque possiblement non significative de son niveau proximal, d'appeler le SAMU le lendemain ou tout est trop tard pour son myocarde où il se retrouve avec une FEVG altérée. Avec un défibrillateur, on pourrait ensuite déployer bien sûr tout ce que nous savons très bien faire en insuffisance cardiaque, la télésurveillance, le MitraClip, l'assistance ventriculaire. Mais tout cela n'empêchera pas notre patient de se retrouver à l'âge de la retraite sans pouvoir en profiter pleinement. Et donc, non seulement ça coûte beaucoup d'argent à la société, plus de 100 000 euros, mais seulement et avant tout, ça représente une souffrance physique et psychologique majeure pour notre patient que nous devons lui éviter à tout prix. Donc, il faut dézoomer. Il ne faut pas considérer que s'occuper de l'insuffisance cardiaque commence au moment de l'infarctus. Il ne faut pas seulement se contenter de maîtriser et appliquer des recommandations de l'insuffisance cardiaque de 2021, mais il faut appliquer également les recommandations sorties la même année et passées plutôt inaperçues dans notre communauté de prévention primaire. Il faut vraiment calculer le score et chercher tous les éléments qui permettent de surclasser les patients en catégorie de risque intermédiaire élevé ou très élevé avec les conséquences du traitement qui en découlent. Car prévenir, c'est déjà soigner. Je vous remercie.